Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Guillaume Bagnolini, je suis directeur d'une association qui s'appelle Coscience, basée à Montpellier en France. Et donc je vais vous parler de comment construire une histoire en médiation scientifique. Pour commencer, l'association Coscience est une association qui réalise des missions de production audiovisuelle, de la vidéo, de la radio et également de la médiation scientifique, ce dont on va parler aujourd'hui. Et quand on parle de médiation scientifique, je vais revenir dessus, c'est vraiment de l'animation scolaire, de l'animation grand public, de la conception de jeux de société, voire même de bandes dessinées, avec un objectif de transmission de la connaissance scientifique, technique et industrielle. On peut se poser la question, pourquoi finalement construire une histoire en médiation scientifique ? La première raison, c'est que ça capte l'attention de votre public. Raconter une bonne histoire, et je pense que tout le monde en a fait l'expérience, c'est capter l'attention. Donc si jamais on vous raconte une bonne blague, la manière de la raconter et le contenu à l'intérieur sont extrêmement importants pour capter l'attention. Il y a des gens qui racontent très bien des blagues et il y a des gens qui ne racontent pas très bien des blagues. Donc, dans un sens de communication et de médiation scientifique, pour transmettre des connaissances scientifiques, et bien finalement, il va falloir capter l'attention de votre public, faire que votre public se dise « Ah bah tiens, ça c'est intéressant, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de lire son histoire ». D'où le fait d'apprendre des astuces, des petits tips pour essayer tout simplement de raconter une bonne histoire. Ça c'est un premier point. Le second point, c'est que s'essayer, tenter, s'entraîner à construire une histoire en médiation scientifique, c'est forcément essayer de simplifier le propos, de travailler sur les termes techniques pour les rendre le plus intelligibles possible. Finalement, la médiation scientifique, c'est avant tout une traduction d'un contenu scientifique, technique, pointu, en un contenu qui est toujours scientifique, mais pour le coup, qui est beaucoup plus clair et intelligible pour un public néophyte sur le domaine. Donc c'est pour cela que pour ces deux raisons, une raison de capter l'attention et une raison de faciliter la transmission de connaissances scientifiques, techniques et industrielles, on va ensemble essayer de comprendre comment on raconte et comment on construit une histoire en médiation scientifique. Tout d'abord, suivant le type de public, on va être sur une échelle. Vous le voyez sur cette diapositive. L'échelle, elle est très simple. On va être à la fois sur de la rigueur et du contenu et à la fois sur de la fantaisie et de l'histoire. Quand on fait de la médiation et quand on construit et on rédige et on écrit une histoire en médiation scientifique, on va être entre ces deux pôles. Alors pourquoi entre ces deux pôles ? Parce que si vous êtes que sur de la rigueur scientifique et du contenu, vous n'allez pas appliquer justement de la médiation scientifique. Vous allez rester dans votre discours de chercheur, de chercheuse, et le problème de faire ça, c'est tout simplement qu'on ne va pas capter l'attention du public et on ne va pas faciliter la transmission de connaissances. Par contre, si on n'est que dans la fantaisie et l'histoire, là c'est un autre écueil. La fantaisie et l'histoire, c'est super pour se lâcher, pour être créatif et pour se faire plaisir, mais par contre, on ne transmet pas de connaissances scientifiques. Et donc c'est pour cela qu'il faut être entre les deux, et que le curseur sur cette échelle va être adapté suivant le type de public que vous avez en face. Si vous avez un public de professionnels qui ne connaît pas forcément par cœur votre sujet, mais qui a des termes techniques dans son langage, on va être plus sur la rigueur et le contenu. Si vous êtes sur un public beaucoup plus néophyte, un public par exemple, imaginons, de scolaire, type école primaire, alors là, on va être beaucoup plus sur la fantaisie et l'histoire. Donc on va adapter vraiment le niveau entre ces deux pôles, suivant le type de public. Donc c'est vrai que la toute première question qu'il faut se poser, c'est « je raconte ou je construis une histoire pour qui ?» Et ça, c'est une question à se poser dès le début, dès qu'on commence à écrire, à rédiger. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de comment on construit une histoire. Je vais parler plus particulièrement, puisque c'est un concours de nouvelles scientifiques, de l'histoire sous forme de nouvelles, justement. Donc, d'écrits plutôt
cours qui a pour but de transmettre des connaissances scientifiques, techniques et industrielles. Et je vais vous donner les bases vraiment de la construction d'une histoire, les différentes étapes et des petites astuces, des petits tips pour essayer justement de construire et de rédiger avec le plus de facilité une nouvelle scientifique. Tout d'abord, on commence par un premier point. Ne rédigez pas tout de suite sur votre petit carnet ou sur votre ordinateur votre nouvelle scientifique, même si vous avez une très bonne idée. D'abord, il va falloir préciser justement votre idée. Hein, l'idée, c'est primordial de la mettre sous forme de pitch. Alors, pitch, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que vous allez répondre à ces questions. Où se passe l'action ? Avec qui ? Pourquoi ? Et le rôle de chaque personnage. Et tout de suite, je vais dire qu'est-ce que c'est les personnages. Un personnage, c'est votre objet d'étude, c'est votre sujet, d'accord ? Vous allez avoir différents objets d'étude, ça peut être par exemple travailler sur un électron, ça peut être une cellule, ça peut être de l'ADN, ça peut être des éléments en physique, en mathématiques, un triangle, etc. C'est ça vos personnages. Et c'est vos personnages qu'il va falloir mettre en mouvement, d'accord ? L'important, c'est l'action, ok ? C'est pas forcément d'avoir des personnages fixe, c'est d'avoir des personnages qui vont évoluer, qui vont se changer, se transformer au fur et à mesure de votre histoire. C'est ça qui va être important. Donc, tout d'abord, on se pose ces questions de où se passe l'action, avec qui, pourquoi et le rôle de chaque personnage dans votre action. Ça, c'est vraiment important au début de se poser ces questions. On répond à ces questions sur un petit papier qui servira de cahier des charges, finalement. Et puis ensuite, on va essayer de résumer l'histoire en une phrase simple, une phrase pas avec des termes techniques, une phrase qui parle au maximum de personnes et qui soit la plus intelligible possible. Alors je vais prendre plein d'éléments dans ce cours de fiction, de séries, d'objets cinématographiques, et notamment, alors parlons de Pinocchio par exemple. Hein, Pinocchio, l'histoire de Pinocchio, on peut la résumer très simplement finalement en une seule phrase. C'est un pantin menteur qui marche et qui parle et qui échappe à son créateur et vit des aventures dans le but de devenir un vrai petit garçon. Cette phrase, elle résume Pinocchio. Et c'est important de rédiger pour soi et pour également le lecteur une phrase qui résume toute votre histoire. Alors c'est pas facile à faire, vous allez le voir, c'est compliqué de faire cette phrase qui résume toute votre histoire. Mais c'est important d'essayer de le faire parce que ça va vous permettre de vous donner un sens, une direction. Et cette direction, ça va être toujours à respecter. Une direction, c'est comme un chemin dans une randonnée. Il faut respecter, il faut suivre le sentier, sinon on se perd. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous allez suivre le sentier, suivre le chemin, et ça sera votre phrase qui va résumer votre histoire. Ce qui va être extrêmement important aussi, c'est de voir le déroulé de votre histoire. Hein, bien sûr, de manière très globale, mais de voir vraiment ce déroulé-là. Et dans ce déroulé, vous allez voir que vos personnages, ils vont évoluer. Hein, il va avoir en fait des enjeux. Ce qui est rigolo dans le terme enjeu d'ailleurs, c'est que ce qui est en jeu, en deux termes, en jeu, comme le jeu, le côté ludique, et il y a le enjeu. Mais c'est vraiment ça, finalement, quand vous regardez par exemple un Disney, comme les Trois Petits Cochons. Les Trois Petits Cochons, bon, ils rigolent, tout va bien, ils sont contents dans leur petite maison, et puis il y a le loup qui arrive. Et le loup, il va aller embêter les Trois Petits Cochons parce qu'il veut les manger. Et finalement, vous allez voir tout un déroulé avec donc les maisons de chaque petit cochon qui vont être soufflées, etc., etc. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit une évolution des personnages. Les personnages évoluent au fur et à mesure de mon histoire, essayent de trouver une solution à un problème. Il y a de l'enjeu. Et ça, c'est important, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'enjeu. En médiation scientifique, c'est compliqué parce que vous connaissez l'enjeu. Car vous êtes dans votre domaine, vous êtes expert de votre sujet et donc vous connaissez les enjeux de votre domaine. Mais le public ne le connaît pas forcément. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir expliciter dès le début les enjeux. Pourquoi c'est important ? Finalement, pourquoi on a envie de suivre ces personnages, de suivre leur évolution ? S'il n'y a rien, s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas de mouvement, et le mouvement il se crée comment ? Par l'enjeu, et bien finalement on n'a pas envie d'écouter votre histoire, on n'a pas envie de la lire.
Donc c'est pour ça que dès le début, il va falloir poser quels sont les enjeux de l'histoire. Donc répondre aux questions où se passe l'action, etc. Essayer de résumer l'histoire en une seule phrase et essayer de bien avoir en tête les enjeux de votre histoire. Et bien entendu, mais ça c'est quelque chose que vous savez très bien faire dans la recherche de manière générale, c'est vérifier bien sûr le contenu. On fait de la médiation scientifique, on transmet des connaissances scientifiques, techniques. Donc c'est pour cela qu'il va falloir vraiment vérifier les sources. Et c'est pour ça que bien sûr, mais je pense que je ne vous apprends rien pour le coup, vous avez différents niveaux de preuves, avec des preuves qui sont beaucoup moins importantes comme l'idée et les opinions, et des preuves beaucoup plus importantes en termes de robustesse, typiquement les méta-analyses, les revues de synthèse, sur lesquelles on va prioritairement se baser. Il y a vraiment, pour le coup, je vais reprendre ce terme d'enjeu, mais il y a vraiment un enjeu dans la médiation scientifique d'essayer simplement de bien transcrire les connaissances scientifiques. Parce que sinon, on va donner des erreurs, donner des fausses nouvelles, des fake news, et le problème de faire ça, c'est qu'on continue à transmettre toujours les mêmes préjugés, les mêmes opinions, sans se baser sur ce que la science fait. Donc, basons-nous sur la recherche scientifique pour pouvoir construire, bien sûr, ces nouvelles. Une fois que vous avez votre pitch, vous allez l'afficher en face de votre bureau. Moi, c'est ce que je fais. Je mets la petite fiche avec les différents éléments, je la mets en face de moi, et ça, c'est mon but, ma direction, mon sentier, mon GR, mon grand chemin de randonnée, d'accord ? C'est ce que je vais suivre et je vais essayer de ne pas y déroger, ok ? Ou si j'y déroge, c'est que je reprends mon pitch pour faire autre chose, d'accord ? Mais si vous continuez la même histoire, continuez le même cahier des charges. C'est important. On va réfléchir maintenant à l'intrigue, parce que, bien sûr, dans toute bonne histoire, il y a une intrigue. Je pense que si vous regardez un film, si vous lisez un bon roman, si vous regardez une série, ce qui vous interpelle et ce qui vous maintient éveillé durant tout le processus le littéraire ou cinématographique, c'est tout simplement l'intrigue, c'est les rebondissements, c'est l'histoire. Alors, il y a plein de manières de raconter des histoires et je ne vais pas m'appesantir dessus, mais par contre, je vais vous montrer la manière de construire une histoire classique. Elle se fait en 3 principales étapes. La première étape, c'est la phase d'exposition. La seconde, c'est le développement et la dernière, c'est la conclusion. Dans la phase d'exposition, c'est là où on va exposer nos personnages. Okay. Nos personnages, on va leur donner des caractéristiques, une histoire, un passé, ça peut être des éléments, des petits détails, mais qui vont avoir de la saveur, je vais y reparler, de la saveur par la suite parce qu'ils vont rentrer en résonance avec d'autres éléments de l'intrigue. Okay. Donc au tout début, on expose, et très souvent, c'est typiquement le Seigneur des Anneaux, tout va bien dans la comté, les hobbits sont contents, ils font la fête, il y a Gandalf qui arrive, etc. Mais là, pam, élément perturbateur. Et ça, c'est hyper important, c'est ce qui va donner l'enjeu. C'est votre enjeu. L'enjeu, c'est que, mince, il va falloir aller jeter l'anneau au fin fond du volcan du Mordor. Et ça, c'est l'enjeu, c'est l'élément perturbateur. S'il n'y a pas d'élément perturbateur, il n'y a pas d'histoire. Donc, élément perturbateur, c'est le problème, c'est en science votre problématique. Mais dans la phase d'exposition, ce qui va être important en médiation scientifique, c'est de bien décrire les enjeux. Pourquoi l'élément perturbateur, il est important ? Pourquoi, à un moment donné, on se pose cette question ? Pourquoi il y a une problématique ? Pourquoi il y a un problème ? Une fois qu'on a l'élément perturbateur, on a une intensité dramatique. Vous le voyez, c'est un peu plus élevé. L'intensité dramatique émotionnelle, ça peut être positif ou négatif. Bon, la plupart du temps, ce qui marche bien, c'est le négatif. Une histoire où direct, c'est plutôt quelque chose de positif, ça va moins capter l'attention que quelque chose de négatif. Il y a un problème, mon électron ne circule pas dans mon matériau. Pourquoi ? C'est ça que je vais essayer de résoudre. Et là, on va voir le développement, avec très souvent des nœuds dramatiques secondaires qui relancent l'attention, qui donnent aussi un peu de piment, ça peut être des intrigues à côté d'autres intrigues, qui peuvent alimenter également l'intrigue générale. Et puis à la fin, vous voyez, dans la phase de conclusion, on va voir le climax. C'est la résolution, finalement. Le climax, c'est la réponse à la question. Mais le problème, c'est là où il va falloir bien l'amener,
c'est qu'on doit avoir l'impression qu'on ne va jamais résoudre cette question-là. Parce qu'il y a trop de difficultés, parce qu'en fait, on n'y arrive pas, parce qu'il y a des éléments qui ne marchent pas, parce qu'il y a des manipulations, des expériences qui ratent. Voilà, il faut mettre donc en musique, vraiment, c'est finalement la partition, ce que vous allez faire avec l'intrigue. Et donc, on arrive au climax, à la résolution. Il y a résolution, il y a la conclusion. Ça, c'est très, très classique. Okay. Alors, ce qui est beaucoup fait maintenant, à l'heure actuelle, dans les séries télé typiquement, et dans les feuilletons, les magazines, c'est Game of Thrones qui l'a inculqué, je dirais. C'est une des premières séries à faire ça. Game of Thrones, qu'est-ce qu'ils font dans chaque épisode, pour ceux et celles qui l'ont vu, c'est qu'ils vont couper au niveau du climax. Parce que si vous coupez au niveau du climax, on n'a pas la résolution. On a envie de voir le 2e épisode, et le 3e, et le 4e, puisque chaque épisode est constitué de la même manière. Ce qui fait qu'on va se coucher à 5h du matin, et qu'on va se lever à 8h, et on aura effectivement des difficultés à aller travailler. C'est tout à fait ça, c'est ça qui maintient l'attention, qui fait que votre attention, elle est maintenue tout au long, voire à travers les histoires, si on part sur un feuilleton, typiquement. Donc, je ne vous dis pas de faire ça, couper au climax, c'est pas une obligation, mais typiquement couper au climax pour entraîner un appétit insatiable de votre public, de vos lecteurs et de vos lectrices pour aller plus loin sur votre sujet, ça c'est super. Et ça c'est une bonne chose à prendre dans les séries télé type Game of Thrones. Voilà, je n'ai pas mis la musique, mais on pourrait la mettre au montage. Bon, il faut un élément déclencheur, hyper important l'élément déclencheur. Et alors, qu'est-ce que c'est un bon élément déclencheur ? Donc, c'est lié à votre problème, à votre problématique, mais des fois, ça peut être des trucs tout bêtes. C'est pas forcé qu'il y ait des dragons, des elfes, des lutins, des magiciens démoniaques ou je ne sais quoi. Il n'y a pas besoin de faire ça. Un élément déclencheur, ça peut être tout bête, mais c'est une étrangeté par rapport à l'exposition. L'exposition, tout va bien, on est dans un monde parfait, et d'un coup, l'élément déclencheur, il crée une variation dans ce monde, une étrangeté. Vous savez, c'est un peu comme disait Freud, c'est l'inquiétante étrangeté. Quelque chose qui, finalement, paraît bizarre dans ce monde si calme. Je vais vous prendre un exemple que je trouve génial. C'est un film donc d'Emmanuel Carrère, qui s'appelle La Moustache, un film avec Vincent Lindon. Je ne vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce film ? Il y a un super élément déclencheur. Au début, on a une phase d'exposition classique. On a des personnages, un couple, donc Vincent Lindon et sa femme, qui ont une vie classique avec des amis, font des soirées. Vincent Lindon a une vie professionnelle très classique. Et donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils ont l'air heureux, ils rigolent, tout va bien. Sauf qu'à l'issue d'une soirée, donc à ce moment-là précis, Vincent Lindon, face à son miroir, se dit « J'ai toujours eu une moustache. Est-ce que je ne me raserais pas ma moustache pour changer ? Pour bouger, pour faire quelque chose de différent, pour me transformer. Voilà. Je ne vais pas me garder de ma moustache jusqu'à ma mort, je vais la raser ce soir. » Et donc, il rase sa moustache qu'il a eue, je le rappelle, depuis le début de sa vie, depuis l'adolescence. Il se rase la moustache, il se réveille le matin, gueule de bois, parce qu'il y a eu la soirée avec les copains, il va pour prendre le petit déjeuner avec sa femme prend un café, lui donne un café et ne lui dit rien. Ce qui est quand même très bizarre. Étrangeté. Pourquoi étrangeté ? Parce qu'il a toujours eu sa moustache. Et pourquoi sa femme ne lui dit pas « Vincent, t'as plus de moustache. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe là ?» Ne lui dit pas ça. Et donc, Vincent Lindon se pose des questions. Enfin, le personnage de Vincent Lindon se pose des questions. Et il commence à dire « Mais pourquoi tu te fous de ma gueule en fait ? Pourquoi tu fais ça ?» etc., etc. Et en fait, tous ses amis proches, sa vie professionnelle lui disent « Mais t'as jamais eu de moustache. Tu n'as jamais eu de moustache. » Et ça, c'est là où il y a de l'enjeu, c'est là où il y a un bon élément déclencheur. Vous voyez, avec quelque chose de très simple, juste une étrangeté, quelque chose qui change, qui varie par rapport à la phase d'exposition. Et c'est ça qu'il faut essayer de retranscrire dans des sujets de science, c'est d'essayer de montrer que tout va bien, mais qu'on a une étrangeté, on a quelque chose de bizarre, on a quelque chose qui est une anomalie et qui nous entraîne donc à un questionnement parce qu'il y a de l'enjeu. L'intrigue, c'est lié au scénario. Et je vais en parler, il va falloir maintenant écrire vraiment votre scénario en tant que tel. Alors comment on trouve l'idée du scénario ?
Bon ben, très simple, en cherchant. Hein, alors là, je dis des platitudes, mais c'est pas si une platitude que ça, parce que la bonne idée, vraiment le bon sujet, eh ben, il va falloir se creuser un peu pour essayer de le trouver. Ne jamais écrire trop rapidement. Essayez d'attendre, d'avoir justement la bonne idée, de pouvoir remplir l'ensemble des questions, d'avoir l'intrigue en tête, d'avoir les différents éléments. Et une fois qu'on a les différents éléments, une fois qu'on va avoir, je dirais, ce cahier des charges-là, là, on va pouvoir commencer à écrire. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à écrire. Je vais essayer de maintenant vous donner un exemple. Donc bien sûr, c'est un exemple très caricatural, mais je vais essayer de vous donner un exemple avec une petite situation, histoire fictive. Voici nos protagonistes. Nous avons donc Samantha. Samantha, elle est vétérinaire auprès d'un très grand centre vétérinaire à Montpellier. Et nous avons ici Jean. Jean, lui, il a un chat qui est juste à gauche. Et son chat, il a un gros problème de santé. Eh oui, parce que son chat, il n'arrête pas de faire des crises d'épilepsie. Hein, et on ne sait pas pourquoi il fait des crises d'épilepsie. Donc Jean amène son chat à Samantha. Et Samantha va découvrir que finalement, son chat est extrêmement étrange. Il a des comportements bizarres et puis ça ne correspond pas tout à fait à des crises d'épilepsie classiques que ce qu'elle peut voir dans son cabinet vétérinaire. Et en fait, elle se rend compte que son chat est possédé par le diable. Ça, c'est l'enjeu, ça, c'est la problématique, ça, c'est ce qui va vous donner du mouvement, d'accord ? Jean, lui, n'est pas au courant de ça. Il ne le sait pas. Et Samantha souhaite le cacher à Jean parce qu'elle se dit qu'elle est totalement folle, que c'est pas possible d'avoir un chat qui est possédé par le diable. Pourtant, il se passe des choses très très bizarres dans son cabinet vétérinaire. Les tables volent, les ciseaux s'envolent, etc., etc. Donc là, on a vraiment, concrètement, un enjeu qui se fait avec une situation banale du quotidien. Situation banale du quotidien qui touche les lecteurs et les lectrices. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut le vivre, cette situation. Tout le monde peut avoir un animal et l'amener au vétérinaire. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et donc, cette situation banale du quotidien va entraîner quelque chose de pas banal du tout, puisqu'on a cette supposition que le chat est possédé par le diable. Mais on n'en est pas sûr, parce que c'est Samantha qui le dit. Mais est-ce que vraiment le chat est possédé ? Et comment elle va faire, Samantha, pour s'en sortir ? Surtout qu'en plus, il y a quelque chose qui se passe, et là, c'est le passé du personnage. Et il faut que les personnages ne soient pas creux, il faut qu'ils aient un passé. Et on peut très bien inventer un passé, comme quoi, par exemple, Samantha, quand elle était jeune, et c'est pour ça qu'elle est devenue vétérinaire, avait un petit copain qui avait un hamster, et ce hamster a tué son petit copain. Et donc, elle garde toujours en tête, finalement, ce petit copain de son passé qu'elle aimait follement, et qui s'est fait tuer par son hamster. Et donc, elle ne veut pas que Jean, avec qui elle a un petit coup de foudre, un petit béguin, elle ne veut pas que Jean se fasse tuer par son chat. Donc, le passé du personnage de Samantha rebondit sur le présent et nous donne également une consistance aux personnages. Les personnages sont loin d'être creux. Okay ? Ce ne sont pas des coquilles vides. Bon, on peut avoir une résolution qui finit de manière très simple. On peut avoir par exemple la résolution que finalement Samantha s'aperçoit que le chat de Jean, c'était pas du tout une possession démoniaque, d'accord, mais qu'il avait une anomalie cérébrale très particulière qui doit être expliquée. Et donc là, vous transmettez des connaissances scientifiques techniques, puisqu'on va expliquer le fonctionnement, par exemple, du cerveau du chat sur une composante, une aire cérébrale, par exemple, etc. Et que donc, en fait, simplement, avec une opération chirurgicale, elle a réussi à rendre son chat un fonctionnement normal. Donc, tout va bien. En plus, Jean l'invite au restaurant pour la remercier. Et donc, elle se dit que ça sera peut-être son futur copain. Et on peut finir par quelque chose comme, par exemple, une intrigue type climax derrière. En fait, c'était Jean qui était possédé par le démon et il se révèle durant le restaurant en étant le diable incarné. Et donc, ce n'est pas le chat du tout. Voilà, typiquement, ça peut être une histoire totalement fictive. Bon, vous voyez que l'enjeu est modéré, mais c'est ces différents éléments que l'on met en place au travers d'une histoire. La consistance des personnages avec des passés, avec des petits tips. On aurait pu dire que, par exemple, que le chat, chaque fois qu'il est possédé par le diable, il y a une petite musique
qui se déroule. Et donc cette petite musique que l'on va attendre et que le spectateur ou le lecteur va anticiper, eh ben, c'est ce petit truc qui va faire que tout le suspense, tout l'intérêt du scénario. Hein, vous savez, c'est ces personnages qui vont avoir un petit truc et ces petits trucs va être répercutés par la suite. Hein, ça, c'est typiquement des petits trucs de scénario qui sont hyper intéressants. Donc, pour revenir sur les enjeux, on va décrire les enjeux, on va décrire les liens entre les personnages et les enjeux. Hein, pourquoi, par rapport à vos personnages, les enjeux sont importants, et le lien entre le lecteur et les enjeux. Okay. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut qu'il y ait du lien entre les personnages et les enjeux. Si vos personnages, vos objets d'étude, ils ne sont pas liés aux enjeux, c'est pas très intéressant, d'accord? S'ils s'en foutent des enjeux, c'est pas très intéressant. Donc, il faut que vos personnages se préoccupent des enjeux parce que c'est hyper important pour eux. Hein, c'est le type de Samantha qui se préoccupe du fait que le chat est totalement démoniaque parce qu'elle est un peu amoureuse de Jean et parce que dans son passé, elle a déjà connu ça. Donc, finalement, elle a au fond d'elle un fort enjeu à résoudre le problème. Okay. Elle pourrait s'en foutre, elle pourrait partir de son cabinet vétérinaire, elle pourrait se dire que ce chat ne m'intéresse pas, je le relâche dans la nature. Non, elle s'y intéresse, elle veut résoudre le souci, elle ne veut pas que Jean meure. Et ça, c'est typiquement les enjeux qui sont liés au personnage. Et pareil pour le lecteur, comment on lit des enjeux c'est par rapport à du quotidien, à de la vie vécue, à de l'expérience. Si vous liez par rapport à ce que les gens peuvent vivre, c'est sûr que vous avez des liens plus forts entre le lecteur et les enjeux dont vous discutez. Bon, une fois qu'on a bien ces choses en tête, on va commencer à rédiger le plan. Et on ne part pas sur la rédaction sans avoir le plan. Moi, je conseille toujours, et c'est quelque chose d'assez connu parmi les écrivains, de créer une espèce de petit tableau de ce type-là. Alors, vous pouvez rajouter des variables, il n'y a pas besoin d'avoir que ces variables-là. Mais typiquement, les variables un peu classiques et celles de base, ça va être le numéro ou titre du chapitre, hein, quand vous avez plusieurs chapitres. Ça va être les personnages principaux. Hein. Ça va être les lieux où ça se situe. Okay. Les actions, qu'est-ce qui se passe, et l'évolution des personnages. C'est les variables de base qui vous permettent d'écrire une bonne histoire. Si je prends un exemple, là je suis au chapitre 1, mes personnages principaux c'est Gandulf et Bootman, d'accord. Toute ressemblance avec des personnages, bien sûr, est totalement fictive. Les lieux, ça va être l'opéra sur la comédie et Génopolis. Les actions, ça peut être Gandulf qui découvre son lien de parenté avec Bootman. Et enfin, l'évolution des personnages, c'est Gandulf qui souhaite sauver maintenant Bootman du danger, alors qu'avant, il ne s'en préoccupait pas. Donc c'est ce lien de parenté qui lui amène à cette évolution du personnage. Les personnages doivent évoluer. Ça, c'est important. Ils doivent se transformer. Parce qu'un personnage qui n'évolue pas, ça ne marche pas. D'accord ? On doit avoir vraiment une évolution du personnage. Un personnage qui, au début, est naïf par rapport au sujet, puis petit à petit, qui devient plus connaisseur, voire expert du sujet. Ça peut être un électron qui se transforme. Ça peut être, en écologie, un écosystème qui change, qui se modifie. C'est ça les personnages. Les personnages, c'est pas forcément, encore une fois, des orques, des elfes. Ça peut être vraiment des choses du quotidien, quelque chose de très concret, voire des éléments scientifiques, des concepts, des idées scientifiques. Après, une fois qu'on a le plan, une fois qu'on a le plan bien écrit, là, on va pouvoir, en suivant le plan, passer dans la phase d'écriture. La phase d'écriture, je vais vous donner quelques astuces. Tout le monde le fait de manière différente et je dois dire que chacun son style, chacun sa manière d'écrire, chacun ses facilités. Donc, il n'y a pas de bonne recette de manière idéale avec un truc où c'est simple d'écrire. Il y a toujours l'angoisse de la page blanche et c'est normal de l'avoir. Il y a toujours ces difficultés des fois à se mettre, je dirais, en branle. Hein. Et puis, une fois qu'on est dedans, après, ça va plus vite. Par contre, en médiation scientifique, il y a des petites astuces quand même à avoir et à garder en tête quand on écrit. Déjà, il faut choisir le mot juste. Ça, c'est important quand on écrit un roman, mais c'est hyper important aussi quand on fait de la médiation scientifique. Parce que typiquement, on va avoir comme je disais, des termes compliqués, des termes techniques qui ne sont pas faciles. Hein. Et ces termes techniques et ces termes compliqués, ça peut être par exemple le terme basalte. Pour vous, c'est pas compliqué, parce que c'est un terme que vous utilisez dans votre quotidien de géologue.
Mais pour des personnes, ça peut être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire la technique de l'entonnoir. La technique de l'entonnoir, c'est de remonter dans l'entonnoir. Vous voyez, on était au bout de l'entonnoir, on va remonter pour être quelque chose de plus généraliste, qui parle au maximum de personnes. On peut imaginer, par exemple, c'est une roche volcanique noire. Okay, quelque chose qui soit le plus généraliste possible. On pourrait encore remonter. Mais vous voyez, c'est de partir du terme technique et d'essayer de remonter vers quelque chose de plus simple et de plus explicatif du terme technique. Il faut expliciter votre terme technique pour que dans votre écriture de nouvelles, finalement, on ait le minimum de termes techniques, ou que quand vous avez des termes techniques, forcément, vous allez les expliquer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est ce que je disais, les enjeux doivent être liés au lecteur ou à la lectrice. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver un lien avec le quotidien. Si on parle d'ondes, typiquement, on peut par exemple faire un lien avec le téléphone, nos smartphones. Si on parle de physique ou de chimie, on peut parler d'exemples culinaires. Si on parle, alors là, très concret, d'écologie, avec la perte des amphibiens, des grenouilles, on peut parler de la problématique des moustiques, et que les grenouilles, c'est vachement bien quand même pour lutter contre les moustiques. À chaque fois, on interroge des éléments du quotidien. Et ces éléments du quotidien vont permettre d'avoir des enjeux pour le lecteur ou la lectrice, et ces enjeux vont permettre de capter l'attention, de vouloir avoir le fin mot de l'histoire. Des phrases courtes. En France, malheureusement, on a toujours trop tendance à avoir des phrases extrêmement longues et se dire que c'est bien et littéraire d'avoir des phrases extrêmement longues. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment un problème, un grand biais de l'écriture des Français et des Françaises. Je conseille toujours, en médiation scientifique, de faire des phrases courtes. Stephen King, il disait quelque chose de très juste. La route de l'enfer est pavée d'adverbes. Et je vais vous donner un petit exemple. Exemple qui est tiré du très bon site que je vous conseille de Julien Hirt, qui est plus sur le côté romancier, nouvelle, etc., mais qui est super dès qu'on commence à écrire. Et lui, il donne cet exemple-là. Il dit typiquement, on peut avoir cette phrase-là. Avant de traverser complètement la ruelle étroite, il regarda prudemment à gauche et à droite, puis il courut très rapidement de l'autre côté. Cette phrase, elle est longue. Et en plus, elle a été allongée, mais inutilement, par des adverbes. Vous voyez le complètement, prudemment, rapidement. Bon, s'il court de l'autre côté, s'il court, c'est quand même plutôt rapidement. C'est rare de courir lentement. S'il regarde prudemment à gauche et à droite, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir le prudemment? Est-ce que ça apporte quelque chose à votre histoire ou pas? Avant de traverser complètement, oui, on traverse une rue ou on ne la traverse pas. D'accord? Donc, ça ne sert pas à grand-chose, ces adverbes. Ils sont juste là pour allonger la phrase, pour la complexifier, et en médiation scientifique, on préfère simplifier. Donc, on va plutôt avoir une phrase comme ça. Avant de traverser la ruelle étroite, il regarda à gauche et à droite, puis il courut de l'autre côté. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus incisif. Ça va aller plus directement sur ce que vous voulez dire. On peut même aller sur quelque chose d'encore plus précis et concis. Avant de franchir la ruelle, il la scruta, puis fonça. Et là, vous voyez, avec cette dernière phrase, que ça peut être beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus concis. On part d'une phrase longue à une phrase qui fait quelques mots. Et c'est ça qu'il faut essayer vraiment de travailler, c'est d'essayer de travailler sur vos phrases pour qu'elles soient les plus courtes possibles. Okay. Alors pour cela, on peut faire des synonymes, on peut virer les adverbes, on peut aussi, s'ils ne sont pas utiles, je ne dis pas qu'il n'y a pas des adverbes utiles, mais s'ils ne sont pas utiles, on les vire. Et l'autre point qui est important, c'est que essayez de varier les mots, la sémantique. Trouver d'autres mots. Alors ça ne veut pas dire à chaque fois de trouver d'autres mots pour n'importe quoi, mais c'est de trouver des mots qui sont justes, c'est-à-dire des mots qui, sémantiquement, sont bien adaptés par rapport au contexte et à la situation. Ça, c'est hyper important en médiation scientifique, mais de manière générale. Dans l'écriture de médiation scientifique, on utilise beaucoup d'images, des métaphores, notamment. Il faut en utiliser, mais pas trop. Alors quand je dis pas trop, c'est qu'il ne faut pas utiliser des métaphores qui sont trop différentes dans le champ de l'imaginaire. Si par exemple j'associe un électron, typiquement,
à un super-héros parce qu'il a des super-pouvoirs, cet électron-là. C'est super hein, de partir sur cette métaphore-là, mais par contre, il ne faut pas que je parte sur d'autres métaphores. Typiquement, ça part sur le super-héros, puis un peu plus loin, je pars sur l'univers culinaire, puis un peu plus loin, je pars sur une métaphore sur le petit chaperon rouge. Et donc là, j'ai le petit chaperon rouge, le super-héros, etc. Ça va complexifier parce que vous allez avoir énormément d'images. Non, ayez une image forte, une métaphore forte, que vous allez étirer tout au long de votre nouvelle. Ça, c'est le secret pour avoir un texte qui soit le plus simple possible. Bon, et quand on a terminé, là vous avez écrit, vous avez donc fait tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire vous avez fait votre pitch, votre cahier des charges, vous avez répondu à l'ensemble des questions, top. Vous avez ensuite réfléchi aux enjeux, vous avez bien défini les enjeux, les liens entre personnages et lecteurs et lectrices et enjeux, super. Vous avez rédigé votre plan, le plan il est calé, c'est top. Vous avez écrit et vous avez rédigé, et ça, c'est pas la partie la plus facile. Vous avez votre texte, vous êtes content et vous vous dites, c'est terminé. Eh ben non, ce n'est que là que commence un gros travail qui est le travail de relecture. Et ce travail-là, comme Samantha le dit, on relit et on relit encore et il y a plusieurs phases de relecture. Déjà, première checklist, c'est un principe très connu dans l'univers littéraire, c'est le principe de Tchekhov, le fusil de Tchekhov. Tchekhov, c'est un auteur dramaturge russe qui a conceptualisé en fait ce principe, qui dit en ces termes, je vais le dire avec mes termes, hein, mais c'est que si jamais vous avez dans une scène d'introduction un fusil qui apparaît au-dessus de la cheminée, ce fusil doit être utilisé dans la suite de votre propos. Aucun détail scénaristique, aucun détail dans l'intrigue ne doit avoir de justification ultérieure. Si le personnage dit une phrase d'une platitude déconcertante, c'est parce que derrière ça a un sens dans la suite de votre propos. Donc c'est pour ça que un grand principe de Tchekhov qu'il va falloir dans votre lecture appliquer, c'est est-ce que les éléments de détail que j'ai donnés ont de l'utilité derrière, soit parce qu'ils sont justifiés parce que ça donne un contexte, soit parce qu'ils sont justifiés parce qu'ils seront utilisés par les personnages par la suite. Ça c'est intéressant parce qu'en plus, ça relance l'attention. On se dit, ah mais ce fusil qui était au-dessus de la cheminée, il a été utilisé pour tuer cette personne-là. Ça relance l'attention. Donc, on élimine les détails superflus. Dans cette phase de relecture, c'est ce que l'on va faire. On va essayer de favoriser une narration concise et claire. On élimine tout ce qui, finalement, n'a pas trop d'intérêt. On assure la cohérence de l'intrigue. On évite toute distraction ou confusion pour le lecteur. Hein, on essaye d'avoir une cohérence de A jusqu'à Z. Et enfin, on renforce l'impact dramatique en essayant justement d'avoir, par exemple, ce fusil qui était disposé au-dessus de la cheminée du grand-père et finalement qui sert à tuer le grand-père. Et ça, c'est tragique comme élément scénaristique ou d'intrigue, mais c'est justement hyper intéressant parce que c'est tragique. Donc on garde ça en tête à chaque fois et dans votre première phase de relecture, vous allez vraiment faire attention à ce genre de détails. Hein, est-ce que les éléments sont bien reliés? Est-ce qu'il y a une cohérence dans l'ensemble de l'œuvre? Donc je vous propose plusieurs relectures. Et ces plusieurs relectures sont importantes de le faire dans l'ordre. Alors en plus, vous faites une nouvelle, donc c'est une nouvelle courte. Donc c'est intéressant, justement, dans une nouvelle courte, d'avoir plusieurs relectures. La première relecture, c'est une lecture de réduction du texte. Mais ça, vous pouvez le faire par rapport à ces principes de Tchekhov et donc avoir vraiment une relecture qui a pour but de simplifier les phrases, de les raccourcir, d'éviter les détails superflus, etc. On peut faire après une relecture de cohérence de la structure, vraiment voir si l'ensemble des détails sont reliés les uns aux autres. De pertinence des personnages, peut-être qu'il y a des personnages qu'il faut virer, parce que vous avez trop de personnages et que ça embrouille. Voilà, ça c'est très dur pour quelqu'un qui écrit, parce que dans ces phases de relecture, il y a des personnages sur lesquels vous vous êtes attaché. Vous vous êtes dit, ah lui il est super, je suis trop content de l'avoir écrit. Mais des fois, potentiellement, pour le bien de votre histoire, il va falloir l'éliminer, parce qu'il ne sert pas à grand-chose, parce qu'il n'apporte pas grand-chose à l'intrigue, qu'il embrouille, qu'il fait perdre en cohérence votre structure. Il va falloir trouver les mots justes et donc simplifier les phrases, comme je le disais tout à l'heure, et travailler sur les termes techniques aussi, hein, bien sûr. Et après, il y a une dernière relecture qui est plus,
je dirais, la relecture de coquilles, d'orthographe, de syntaxe, où là, vous allez vraiment... Là, pour le coup, normalement, c'est une dernière relecture, je dirais, plus rapide, où c'est vraiment juste les petites coquilles. Et si vous pouvez, faites-la relire par une ou deux autres personnes. Ça vous permettra de justement éliminer ce genre de petites coquilles que l'on ne voit plus au bout d'un moment quand on est immergé dans de l'écriture. Et enfin, vous pouvez écrire le mot « fin » et vous avez donc terminé d'écrire votre nouvelle en médiation scientifique. Donc pensez bien, on a ces différentes étapes qui sont importantes et la phase de relecture est une des étapes les plus importantes dans l'écriture de nouvelles en médiation scientifique. Un dernier petit point pour nuancer mon propos et pour éviter les critiques. Le fusil de Tchekhov, c'est très utilisé, mais il y a beaucoup d'auteurs, et notamment dans le monde littéraire, cinématographique ou dans les séries, qui ne le font plus et qui ne l'utilisent pas. Pourquoi ? Parce que c'est de la créativité et qu'une fois qu'on a bien travaillé avec le fusil de Tchekhov, on peut s'en passer. Il y a des très bons exemples comme la série Doctor Who, où quand vous regardez des épisodes de la série Doctor Who, ils mettent plein de détails superflus pour justement nous embrouiller. Mais l'objectif, il est là. C'est justifié parce que ça nous embrouille intentionnellement. Il y a cette volonté de nous embrouiller pour justement qu'on soit dans un univers totalement foutraque et avec un imaginaire totalement débordant. Voilà. Mais à chaque fois, par contre, c'est justifié. Il y a une justification pour les éléments. Si ce n'est pas justifié, malheureusement, ce n'est pas bon. En guise de conclusion, je dirais, pour résumer mon propos, que l'on peut utiliser une méthodologie de type pipé. Alors, pipé, pourquoi ? Parce que pipé, il y a deux sens. Il y a le sens qui est très connu, pipé d'aider par exemple, c'est les truquer. Mais en fait, la phase de truquer, c'est un peu l'écrivain, le littéraire, qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça. Il va essayer de truquer son discours pour que vous soyez totalement capté. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut truquer le contenu ou faire mettre des fausses nouvelles, des fake news. Non, c'est pas ça. C'est de truquer, d'utiliser des trucs et astuces, finalement, qui vont permettre de capter l'attention et d'entraîner une lecture attentive de votre texte. Ça, c'est le premier point. Mais il y a une deuxième signification à piper, c'est que piper, normalement, c'est, vous savez, appeler les oiseaux. Piper un oiseau, c'est l'appeler. Et c'est pareil, c'est capter l'attention. Donc, il y a cette idée-là de capter l'attention. Donc, pourquoi dans cette méthode pipée ? C'est très simple, vous avez le pitch, l'intrigue, le plan, l'écriture, la relecture. Il faut retenir ça. D'abord, on fait le pitch, ensuite on réfléchit à l'intrigue et aux enjeux, on écrit le plan, on rédige en tant que tel, et on passe à la phase de relecture. Un dernier petit point pour conclure, n'oubliez pas de bien lire les consignes quand vous participez à des concours de nouvelles ou des écritures de romans, de vidéos, de radio, ou peu importe. Il faut bien lire les consignes, ne commencez pas à écrire et puis après bien sûr vous mettez le mot fin et puis vous vous apercevez que la taille ne convient pas, que le style ne convient pas, etc., etc. Lisez avant tout les consignes, je ne l'ai pas dit au tout début, mais ça c'est bien sûr une évidence de bien lire les consignes. Et je terminerai juste par un dernier mot avant de vous laisser sur ce point. Une phrase de Christian Bobin que j'aime beaucoup, un grand auteur et un grand écrivain. Il disait « J'écris seulement si quelque chose me coule du cœur jusqu'aux mains. » Et s'il y a bien un point qui est hyper important si vous participez à ce concours de nouvelles, c'est de vous faire plaisir. Que, en fait, ça vienne du cœur, que vous mettiez du cœur à l'ouvrage. C'est ça qui est, je pense, le point principal. Et si on doit vraiment avoir un sens, comme quand vous faites une randonnée, si vous n'avez pas de plaisir à faire la randonnée, ça ne sert à rien, ne la faites pas. Si vous avez du plaisir à suivre un chemin et cette direction, faites-le, allez-y et éclatez-vous. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est il faut retranscrire tout votre plaisir dans votre nouvelle. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également donc l'association Coscience dans laquelle je travaille, Génopolis pour le lancement de ce concours de nouvelles scientifiques et nous avoir prêté aussi ce local pour vous avoir assuré cette formation. Et également donc le consortium Mednight. N'hésitez pas si vous voulez me contacter pour avoir plus d'informations sur la médiation scientifique. Merci et à très bientôt.